À Noël, mon grand-père milliardaire a frappé la table de la paume de sa main et a crié mon nom si fort que la pièce a été plongée dans un silence de mort. Chloé, a-t-il dit, la voix froide et maîtrisée. Explique-moi ça, tout de suite. Je me suis figé. Ma fourchette est restée suspendue en l'air. Les rires, le tintement des verres, la fausse chaleur familiale, tout a disparu en un instant. Tous les visages se sont tournés vers moi, mes parents, ma tante, mes cousins, tous attendant que j'avoue quelque chose que je ne comprenais même pas, Je n'en ai aucune idée, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis je l'ai vu. L'expression de mon grand-père ne s'est pas adoucie. Elle s'est durcie non pas de colère, mais de déception. Le genre de déception qui vous annonce que quelque chose de bien plus grand est sur le point de s'effondrer. Avant que quiconque puisse parler, la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme en costume sombre est entré, tenant une mallette. « Je suis l'avocat de la famille », a-t-il dit calmement. Et cette conversation ne peut pas attendre. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce repas de Noël était sur le point de détruire tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Le silence semblait plus lourd que le cri de mon grand-père. Personne ne s'est précipité pour me défendre. Personne n'a pris ça à la rigolade comme un malentendu. Personne n'a dit « Papa, tu dois te tromper ». Ils sont simplement restés assis là. La main de ma mère s'est resserrée autour de son verre de vin. Mon père fixait la nappe comme si le motif exigeait soudain toute son attention. En face de moi, ma tante a pincé les lèvres, la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir. C'est là que j'ai compris. Ils n'étaient pas choqués. Ils avaient peur. Grand-père, ai-je dit prudemment, forçant ma voix à rester stable. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais rien possédé de cher dans ma vie. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a étudié comme il l'avait toujours fait tranquillement, intensément, comme s'il lisait entre chaque mot que je prononçais. Chloé, a-t-il finalement dit, plus lentement maintenant. Il y a 3 ans, j'ai acheté une propriété. Je l'ai mise à ton nom. Pas comme un cadeau que tu pourrais gaspiller, mais comme une protection, quelque chose que personne ne pourrait jamais te prendre. Ma poitrine s'est serrée. C'est impossible, ai-je dit. Je vivais en colocation à l'époque. Je ne pouvais même pas payer les réparations de ma voiture. Je sais, a-t-il répondu. Cette simple phrase m'a glacé le sang. S'il savait à quel point j'étais fauché, alors comment cela pouvait-il être vrai? Je me suis tourné vers mes parents. Maman, papa, s'il vous plaît, dites-moi de quoi il parle. Ma mère a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Ma chérie, a-t-elle dit doucement. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Tu es déjà dépassé. Dépassé. Encore ce mot. C'était le même mot qu'elle utilisait quand je demandais pourquoi mes demandes de crédit étaient constamment rejetées. Le même qu'elle utilisait quand j'ai perdu une offre d'emploi sans explication. Le même qu'elle utilisait chaque fois que j'insistais trop pour avoir des réponses. Je ne suis pas dépassé, ai-je dit. Je suis confuse. Mon père a finalement levé les yeux. Chloé, c'est Noël, a-t-il dit. On pourra parler de finances un autre jour. Finances? C'est alors que mon grand-père s'est penché en avant. Finances, a-t-il répété. C'est comme ça que vous appelez ça maintenant? Son ton était calme, mais je l'avais déjà entendu lors de réunions du conseil d'administration, lors de négociations qui se terminaient par la faillite d'entreprises entières. Vous m'avez dit, a-t-il continué, en regardant directement mes parents, que Chloé n'était pas assez stable émotionnellement pour gérer de gros actifs. L'air a disparu de la pièce. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Vous avez dit quoi, ai-je murmuré. Ma mère a soupiré comme si c'était moi qui étais difficile. Nous étions inquiets pour toi. Tu as toujours été sensible. Sensible. J'ai pensé aux nuits où j'ai pleuré seul, convaincu que mes difficultés étaient la preuve que quelque chose n'allait pas chez moi, que je n'étais tout simplement pas faite comme le reste d'entre eux. Et soudain, une pensée terrifiante a fait surface. Et si rien de tout cela n'était un accident? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement, ai-je demandé, ma voix tremblant maintenant malgré mes efforts. Ma tante s'est éclaircie la gorge. Chloé, tu prends ça trop à cœur. C'est à ce moment que j'ai su. Ce n'était pas un malentendu. C'était quelque chose de soigneusement caché, quelque chose que tout le monde à cette table savait, sauf moi.
Et quoi que ce fût, c'était assez important pour que mon grand-père milliardaire fasse venir un avocat au dîner de Noël. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se refermaient lentement sur moi. Je ne prends rien personnellement, ai-je dit, mes doigts se crispant dans ma paume sous la table. Je pose une question simple. Pourquoi est-ce que j'entends parler d'une propriété à mon nom pour la première fois de ma vie? Personne n'a répondu tout de suite. Cette pause était plus bruyante que n'importe quelle dispute. Ma mère a échangé un regard avec mon père rapide, exercé, le genre de regard que les gens ne réalisent même pas qu'ils font quand ils partagent des secrets depuis des années. Chloé, a dit mon père, baissant finalement la voix. Tu as toujours eu du mal à gérer le stress. Tu te souviens comme c'était difficile après l'université? Je me souvenais. Je me souvenais de travailler tard le soir, de manger des nouilles instantanées et de prétendre que tout allait bien parce que demander de l'aide se transformait toujours en une leçon sur la formation du caractère. Mais ça n'explique pas ça, ai-je dit. Si grand-père a acheté quelque chose pour moi, pourquoi ne me l'a-t-on pas dit? Ma tante s'est penchée en avant. Parce que tu n'étais pas prête. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Prête à quoi, ai-je demandé. À connaître la vérité? Mon cousin a ri nerveusement. Tu déformes les choses, Chloé. Personne n'essayait de te faire du mal. J'ai regardé autour de la table. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'on m'a menti toute ma vie? Mon grand-père n'avait pas dit un mot. Il se contentait de regarder. Cela m'effrayait plus que tout. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit doucement, adoptant le ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je doute de moi-même. Tu étais fragile à l'époque, émotive. Nous avions peur que l'argent ne te détruise. Me détruise, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit. Nous pensions qu'il était plus sûr que quelqu'un de plus stable s'occupe des choses. L'implication était claire, pas moi. Ma poitrine s'est serrée alors que les souvenirs se réarrangeaient en quelque chose de laid et d'inconnu. Des entretiens d'embauche qui se terminaient brusquement. Des vérifications de crédit qui échouaient pour des raisons que personne ne pouvait expliquer. Des portes qui se fermaient juste avant que je ne les atteigne. De quoi vous êtes-vous occupé exactement, ai-je demandé tranquillement. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons pris des décisions dans ton meilleur intérêt. Encore cette phrase, dans ton meilleur intérêt. Elle sonnait soudain moins comme une préoccupation et plus comme un avertissement. Donc, pendant que je luttais, ai-je dit, vous preniez des décisions sur mon avenir sans me le dire? Tu devrais être reconnaissante, a lancé ma tante. D'autres personnes n'ont pas ce genre de protection. Protection? J'ai failli rire car rien dans ma vie n'avait jamais semblé protégé. Mon grand-père a finalement parlé. Chloé, a-t-il dit doucement. As-tu jamais reçu mes lettres? Mon cœur a raté un battement. Des lettres? Je t'écrivais tous les mois, a-t-il dit. Je te demandais comment tu te plaisais dans la maison, si tu avais besoin de quelque chose. La pièce est devenue glaciale. Je n'en ai jamais reçu une seule, ai-je dit. Le visage de ma mère est devenu livide. Mon grand-père s'est tourné lentement vers mes parents. Alors quelqu'un, a-t-il dit calmement, nous a menti à tous les deux. Personne n'a contesté. Personne n'a nié. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Il ne s'agissait pas d'une seule propriété. Il s'agissait d'années de contrôle, de manipulation silencieuse et d'une version de ma vie qui avait été soigneusement éditée sans mon consentement. Et nous n'avions toujours pas ouvert la mallette de l'avocat. L'avocat n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Il se tenait près de la porte calme, patient, comme s'il savait exactement comment cela allait se dérouler et attendait simplement le bon moment pour intervenir. Sa mallette reposait à ses pieds, intacte, mais semblait d'une manière ou d'une autre être l'objet le plus lourd de la pièce. Mon grand-père s'est tourné vers lui. Étienne, a-t-il dit, la voix ferme. S'il vous plaît. C'est tout ce qu'il a fallu. L'avocat s'est avancé et a posé la mallette sur la table de la salle à manger, juste entre la dinde à moitié mangée et la bûche de Noël intacte. Le léger clic des serrures a résonné plus fort que n'importe quel cri. Je vais faire simple, a dit Étienne, parce que ce qu'il y a à l'intérieur ne l'est pas. Il a ouvert la mallette et en a sorti une pile de documents soigneusement arrangés, classés par couleur, précis. Ce n'était pas une conversation, c'était une enquête. Il y a 3 ans, a-t-il commencé, Monsieur Charles Dubois a acheté une propriété au bord d'un lac en Savoie d'une valeur d'un peu moins de 3 millions d'euros.
Mon souffle s'est coupé. Acheté, a-t-il continué, au nom de Chloé Dubois. Chaque muscle de mon corps s'est raidi. Ce n'est pas possible, a dit mon père immédiatement. Chloé se souviendrait d'avoir signé quelque chose comme ça. Étienne a hoché la tête. Vous avez absolument raison. Il a fait glisser un document vers moi. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, cette signature est-elle la vôtre? Je me suis penché en avant, les mains tremblantes en regardant le papier. C'était mon nom, mais ce n'était pas mon écriture. Non, ai-je dit tranquillement. Je n'ai jamais signé ça. Ma mère a ri doucement, le son fin et forcé. C'est ridicule. Chloé oublie tout le temps des choses. Je l'ai regardé. Vraiment? C'est toi qui m'as appris à signer mon nom, ai-je dit. Tu sais que ce n'est pas la mienne. La table est redevenue silencieuse. Étienne a continué comme si personne n'avait parlé. Il y a 6 mois, la propriété de ce bien a été transférée à un autre membre de la famille pour la somme d'1 euro. 1 euro. La chaise de ma tante a raclé bruyamment le sol alors qu'elle bougeait. Ce transfert, a ajouté Étienne, a été déposé en utilisant des documents imprimés il y a moins d'1 an. Les yeux de mon grand-père se sont plissés. Expliquez. La plupart des imprimantes modernes intègrent des codes d'identification, a dit Étienne calmement. Elles enregistrent la date et l'heure de l'impression. Ce document a été créé il y a 6 mois. Mon père s'est levé brusquement. C'est insensé. Vous nous accusez de crime pour des erreurs de paperasse. Asseyez-vous, a dit mon grand-père, la voix dangereusement calme. Mon père s'est assis. Étienne a tourné une autre page. De plus, a-t-il dit, des fonds destinés à soutenir les premiers paiements de prêt de Chloé ont été détournés. J'ai eu le vertige. Détournés où? Vers un compte privé, a répondu Étienne, au nom d'un membre de la famille. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Ce n'est pas ce que ça semble être, a-t-elle dit rapidement. Nous gérions les choses temporairement. Temporairement, ai-je demandé. Pendant 3 ans. Ma voix s'est brisée. J'ai pensé à toutes les nuits où je suis resté éveillé à calculer mes factures, me demandant comment tout le monde semblait avancer alors que je restais bloqué. Vous m'avez dit d'être patiente, ai-je dit à mes parents. Vous m'avez dit que les difficultés me rendraient plus forte. Personne n'a croisé mon regard. Étienne a fermé le dossier et a regardé directement mon grand-père. Ce n'est plus une affaire de famille, a-t-il dit. C'est une affaire juridique. Mon grand-père a hoché lentement la tête. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre des années auparavant. Ma famille ne m'avait pas sous-estimé, ils m'avaient délibérément maintenue impuissante. Et maintenant, pour la première fois, la vérité n'était plus quelque chose qu'ils pouvaient dissimuler par des paroles. Elle était écrite noir sur blanc, et nous n'étions qu'au début. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Les documents gisaient là, sur la table, comme des témoins silencieux, lourds de vérité que personne ne voulait toucher. Je les ai fixés, mon esprit revenant en arrière sur les 3 dernières années, rejouant des moments qui semblaient soudain très différents. Alors c'est pour ça, ai-je dit lentement. Tout le monde m'a regardé. C'est pour ça que toutes mes demandes d'appartement ont échoué, ai-je continué. Pourquoi ma cote de crédit n'arrêtait pas de baisser même si je payais tout à temps? Pourquoi je ne pouvais jamais m'en sortir, peu importe à quel point je travaillais dur? Ma mère a secoué la tête. Chloé, tu tires des conclusions hâtives. Vraiment? Je me suis tourné vers Étienne. Y a-t-il eu d'autres irrégularités? Il a hésité juste une seconde assez longtemps pour me faire comprendre que la réponse ne serait pas facile. Oui, a-t-il dit. Il y a eu des communications envoyées à plusieurs institutions financières et employeurs. Mon cœur battait la chamade. Des communications de qui? De cette maison, a-t-il répondu calmement. Des courriels exprimant des inquiétudes sur votre stabilité émotionnelle et votre fiabilité à long terme. La pièce a éclaté. C'est un mensonge, a crié mon père. Nous ne saboterions jamais notre propre fille. J'ai ri, un son sec et creux qui m'a surprise moi-même. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Vous avez juste appelé ça de la protection. Ma tante s'est levée. Ça va trop loin. Chloé a toujours été théâtrale. Tout le monde le sait. Je me suis tourné vers elle. Savais-tu que je pleurais dans ma voiture après chaque lettre de refus?
Que je pensais que quelque chose n'allait fondamentalement pas chez moi. Elle n'a pas répondu parce que la réponse n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que personne n'avait arrêté ça. Mon grand-père a fermé les yeux, son visage contracté par quelque chose qui ressemblait à du regret. Vous m'avez dit, a-t-il dit tranquillement, que Chloé était instable, qu'elle avait besoin de supervision. La voix de ma mère s'est brisée. Nous avions peur. Peur de quoi, ai-je demandé. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et pour la première fois, son expression n'était pas autoritaire ou méprisante. Elle était calculatrice. Que si tu devenais indépendante, a-t-elle dit prudemment, tu n'aurais plus besoin de nous. Les mots sont tombés comme une dernière pièce s'emboîtant dans le puzzle. Il ne s'agissait pas de ma sécurité, il s'agissait d'un moyen de pression. Alors, vous m'avez maintenue petite, ai-je dit. Vous vous êtes assuré que je reste dépendante. Mon père a frappé la table de sa main. Nous sommes toujours tes parents. Oui, ai-je répondu. Et les parents sont censés protéger leurs enfants, pas les piéger. Étienne a de nouveau parlé, son ton égal, professionnel. Il y a une dernière chose, a-t-il dit. La propriété en question n'était pas vacante. Mon estomac s'est noué. Qui y habite? Étienne a jeté un coup d'œil à ma tante. Un parent par alliance, a-t-il dit. Ils y résident en croyant que la propriété a été légalement transférée. La pièce a tourné. Donc, non seulement on m'a volé quelque chose, ai-je dit, la voix tremblante maintenant, mais on l'utilisait. Pendant que j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. Mon grand-père s'est levé lentement. Ça s'arrête ce soir, a-t-il dit. L'autorité dans sa voix a fait taire tout le monde. Je ne tolérerai pas une minute de plus de cette tromperie. Mes parents ont commencé à parler en même temps des excuses, des prétextes, des justifications qui se chevauchaient mais il a levé une main. Non, a-t-il dit. Vous avez assez parlé. J'ai senti des larmes me brûler les yeux, non pas de faiblesse, mais de clarté. Toutes ces années, j'ai cru que j'échouais. Ce n'était pas le cas. J'étais géré, contrôlé, et maintenant, pour la première fois, les personnes qui avaient écrit mon histoire sans mon consentement perdaient le contrôle du récit. Et je savais au fond de moi que quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait à jamais toutes les relations à cette table. Mes mains tremblaient. Non pas parce que j'avais encore peur, mais parce que quelque chose en moi s'était finalement brisé. Attendez, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a percé le chaos mieux qu'un cri. Tout le monde s'est tourné vers moi. Pendant la plus grande partie de ma vie, c'était le moment où je serais restée silencieuse, où j'aurais laissé des voix plus âgées décider de ce qui était le mieux, où j'aurais ravalé mes questions et me serais dit que la paix était plus importante que la vérité. Pas ce soir. Je dois dire quelque chose, ai-je continué, et pour une fois, j'ai besoin que vous m'écoutiez tous. Mon père a ouvert la bouche. Mon grand-père a levé la main, l'arrêtant. Continue, Chloé, a-t-il dit. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai passé des années à croire que j'étais faible, ai-je dit lentement, que je ne pouvais pas gérer les responsabilités, que j'étais trop émotive, trop sensible, trop instable. J'ai regardé directement ma mère. Tu t'es assuré que je le crois. Elle a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues. Chloé, tu déformes. Non, ai-je dit fermement. Je me souviens. La pièce est redevenue silencieuse. Je me souviens avoir demandé pourquoi mes offres d'emploi disparaissaient. Je me souviens avoir demandé pourquoi mon crédit continuait de chuter. Je me souviens que tu me disais que je devais juste essayer plus fort. Je me suis tourné vers mon père. Et je me souviens que tu disais que l'indépendance n'était pas tout, que la famille devrait prendre soin de moi. Ma voix s'est élevée, non pas de colère, mais d'incrédulité. Savez-vous ce que ça m'a fait? Ai-je demandé. Ça m'a appris à douter de chaque instinct que j'avais. Ma tante s'est levée brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle, a-t-elle lancé. Tu essaies de nous faire passer pour les méchants. J'ai ri doucement. Non, ai-je dit. Je raconte juste enfin l'histoire sans vos modifications. Étienne s'est de nouveau avancé, sa voix calme mais inflexible. Il y a autre chose que la famille devrait savoir, a-t-il dit. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que c'est? Les fonds détournés, a-t-il expliqué. Ils n'étaient pas occasionnels. Ils étaient systématiques, mensuels, automatiques. Ma mère a laissé échapper un sanglot.
Vous avez utilisé mon nom, ai-je dit lentement, pour contrôler de l'argent destiné à mon avenir. Mon père a frappé du poing sur la table. Assez. Vous agissez comme si des criminels étaient assis ici. Étienne n'a pas bronché. Falsification, a-t-il dit. Fausse déclaration financière. Interférence avec les opportunités d'emploi. Chaque mot tombait comme un verdict. Ce ne sont pas des malentendus, a-t-il continué. Ce sont des actions documentées. J'ai alors ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parce que pour la première fois, je n'essayais pas de convaincre qui que ce soit de ma réalité. Les faits le faisaient pour moi. Mon grand-père s'est levé. Je vous ai fait confiance, a-t-il dit tranquillement à mes parents. Je vous l'ai confié. Ils ont tous les deux baissé les yeux. Vous m'avez dit que Chloé avait besoin de conseils, a-t-il continué, mais ce que vous vouliez vraiment, c'était le contrôle. Ma mère est tombée à genoux à côté de sa chaise. Nous avions peur, a-t-elle murmuré. Peur de perdre notre place dans la famille. Je l'ai regardé de haut. Tu ne m'as pas protégé, ai-je dit. Tu as protégé ton pouvoir. Les mots semblaient définitifs. Étienne a fermé son dossier. À ce stade, a-t-il dit, nous avons plus qu'assez pour engager des poursuites judiciaires. La pièce a de nouveau éclaté supplications, marchandages, promesses frénétiques. Mais je ne les entendais pas, car autre chose se passait. Je me tenais droite. Mes épaules n'étaient plus voûtées. Ma voix ne tremblait pas. Pour la première fois de ma vie, je ne demandais pas la permission d'exister. Je me suis tourné vers mon grand-père. Quelle que soit ta décision, ai-je dit, je ne veux qu'une chose. Il m'a regardé gentiment. Qu'est-ce que c'est, Chloé? La vérité, ai-je dit. Au grand jour. Plus de silence. Il a hoché la tête une fois. Ça s'arrête ce soir. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe ce qui arriverait ensuite, il ne pourrait plus jamais me faire sentir petite. La pièce n'a pas explosé après ça, elle s'est effondrée. Non pas avec des cris ou du chaos, mais avec un silence lourd et suffocant qui pressait contre mes oreilles, le genre de silence qui suit quand il n'y a plus rien à nier. Étienne a redressé les documents sur la table. À partir de maintenant, a-t-il dit calmement, tout se déroulera par les voies légales. Mon père a dégluti difficilement. Tu n'as pas besoin de faire ça, a-t-il dit, la voix basse. On peut arranger ça discrètement. Discrètement. Le même mot qui avait enterré la vérité pendant des années. Non, a répondu Étienne. Cette option n'existe plus. Il s'est tourné vers mon grand-père. Monsieur Dubois, si vous approuvez, nous allons demander la récupération immédiate des actifs et lancer un audit financier complet. Mon grand-père a hoché la tête sans hésitation. Faites-le, a-t-il dit. Ma mère a tendu la main vers lui. Charles, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Il l'a regardé, puis l'a vraiment regardé, et son expression ne s'est pas durcie, elle s'est vidée. La famille ne se comporte pas de cette façon, a-t-il dit tranquillement. La famille ne construit pas une cage en appelant ça de la protection. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais elles ne sont pas tombées. La propriété sera restituée au nom de Chloé, avec effet immédiat, a continué Étienne, sa voix ferme, presque douce. Tout revenu tiré de son utilisation sera calculé et remboursé. Des dommages et intérêts supplémentaires seront évalués. Ma tante a secoué la tête avec incrédulité. Vous êtes en train de détruire cette famille. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez déjà fait. C'est juste la partie où tout le monde le voit. Pour la première fois, personne ne m'a contredite. Mon père s'est affalé sur sa chaise, les épaules affaissées. Ma mère s'est couvert le visage de ses mains. Quels que soient les rôles qu'ils avaient joués, gardiens, décideurs, protecteurs, ils avaient disparu. Ils n'étaient plus que des gens confrontés aux conséquences de leur choix. Étienne a fermé sa mallette. Des enquêteurs prendront contact dans les 48 heures, a-t-il dit. D'ici là, je conseille fortement à tout le monde de s'abstenir de contacter Chloé. Il m'a regardé. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit tranquillement. En sécurité. Le mot semblait étranger, mais bienvenu. Mon grand-père est venu se tenir à côté de moi, posant une main ferme sur mon épaule. Je suis désolé, a-t-il dit, non seulement à moi, mais à la version de moi qui avait lutté en silence pendant des années. Tu n'auras plus à te battre seul.
J'ai hoché la tête, m'autorisant enfin à respirer. Autour de nous, la table de Noël était intacte, nourriture froide, vin renversé, tradition brisée. Mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. J'avais l'impression de reprendre ma vie en main. Et je savais que le prochain chapitre ne serait plus une question de survie. Il s'agirait de reconstruire selon mes propres termes. Une année s'est écoulée depuis cette nuit de Noël. Parfois, cela semble lointain, comme une histoire que j'ai entendue un jour sur quelqu'un d'autre. D'autres fois, cela semble si proche que je peux encore entendre la voix de mon grand-père résonner à travers la table, sentir encore le poids de ce silence peser sur ma poitrine. Je suis maintenant sur la terrasse de la maison au bord du lac en Savoie, celle qui était censée me protéger, puis qui a été utilisée pour me piéger. L'eau s'étend devant moi, calme et imperturbable, comme si elle n'avait jamais été témoin des mensonges construits autour d'elle. Le processus judiciaire a été long, douloureusement long. Il y a eu des entretiens où j'ai dû répéter des choses que j'avais passé des années à essayer de ne pas me souvenir. Des relevés bancaires qui montraient avec quelle minutie ma vie avait été gérée sans mon consentement. Des courriels qui prouvaient que mes instincts n'avaient pas été de la paranoïa, ils avaient été des avertissements. Certains jours, je sortais des réunions en me sentant forte. D'autres jours, je m'asseyais ensuite dans ma voiture, agrippant le volant, me demandant comment des gens qui prétendaient m'aimer avaient pu être si méthodiques pour me maintenir petite. Mais j'ai continué, car pour la première fois, personne ne me disait d'arrêter de poser des questions. La maison m'a été officiellement restituée en quelques mois. Chaque document était accompagné d'une explication. Chaque décision exigeait mon approbation. Personne ne parlait plus à ma place. Cela seul a tout changé. Les fonds qui avaient été pris ont été restitués, ainsi qu'une compensation ordonnée par le règlement. J'ai remboursé intégralement mes prêts étudiants. Quand j'ai vu le solde atteindre 0, je n'ai pas célébré. Je suis simplement resté assise là, à regarder l'écran, réalisant à quel point la peur avait façonné mes choix pendant si longtemps. La peur d'échouer, la peur d'avoir besoin d'aide, la peur qu'ils aient peut-être raison à mon sujet. Il a fallu du temps pour désapprendre cela. Je ne me suis pas précipité dans une nouvelle vie, je l'ai reconstruite lentement. J'ai travaillé avec des thérapeutes et des conseillers financiers non pas parce que j'étais instable, mais parce que la guérison mérite aussi une structure. J'ai lancé un cabinet de conseil presque par accident. Au début, je partageais simplement mon expérience en ligne prudemment, anonymement. Les gens ont réagi de manière inattendue, des messages d'inconnus à qui l'on avait dit qu'ils étaient irresponsables, émotifs, incapables par des partenaires, des parents, des frères et sœurs, des gens qui avaient appris à douter d'eux-mêmes de la même manière que moi. Alors, j'ai officialisé la chose. Maintenant, j'aide les gens à comprendre les contrats, les finances, les limites. Je leur apprends à se protéger, non seulement légalement, mais aussi émotionnellement, comment reconnaître quand l'inquiétude se transforme en contrôle. Le travail remplit mon calendrier plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Plus important encore, il comble quelque chose en moi qui semblait autrefois définitivement vide. Mon grand-père me rend souvent visite. Nous avons reconstruit notre relation avec soin, honnêtement. Il y a des choses dont nous ne parlons pas encore, et ce n'est pas grave. La confiance ne revient pas d'un seul coup. Un soir, alors que nous regardions le soleil disparaître derrière le lac, il a dit quelque chose qui m'a finalement permis de me pardonner. Tu n'étais pas faible, a-t-il dit. Tu étais isolé. Il y a une différence. Je pense souvent à cela parce que pendant si longtemps, j'ai cru que ma lutte était un échec personnel. Maintenant, je comprends que c'était un système conçu pour me maintenir dépendante, et j'y ai survécu. Cette maison ne ressemble plus à une pièce à conviction dans une affaire ou à un symbole de trahison. Elle est calme, sûre, mienne. Pour la première fois de ma vie, je ne me prépare pas à la prochaine perte. Je planifie, et c'est peut-être la plus grande liberté de toutes. Noël n'a plus la même saveur. Pendant la plus grande partie de ma vie, c'était une performance, une table pleine de gens prétendant que tout allait bien, souriant à travers le malaise, évitant les vérités qui menaçaient l'image de la famille. Je pensais que c'était normal. Je pensais que le silence était du respect. J'avais tort. Le silence peut être une cage. Cette nuit-là m'a appris quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt, l'amour n'exige pas que vous vous effaciez, et la protection ne s'accompagne jamais de secrets ou de peur. Quand quelqu'un contrôle votre accès à l'argent, à l'information ou aux opportunités, ce n'est pas de l'attention, c'est du pouvoir. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas la colère ou la vengeance.
C'est la vérité documentée et indéniable. C'est la loi qui est intervenue là où les émotions ont échoué. C'est une personne qui a été prête à dire « ça s'arrête ici ». Je ne raconte pas cette histoire pour punir qui que ce soit. Je la raconte parce qu'il y a des gens qui écoutent et à qui l'on dit qu'ils sont trop émotifs, pas prêts, ou incapables de gérer leur propre vie. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, écoutez ceci, être blessé ne vous rend pas faible. Avoir besoin de clarté ne vous rend pas difficile. Et demander une protection n'est pas la même chose que de renoncer au contrôle. Aujourd'hui, ma vie est calme d'une manière qui semble honnête. Je choisis qui a accès à moi financièrement, émotionnellement, légalement. Je ne confonds plus la loyauté avec le silence. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, vous avez le droit de connaître la vérité sur votre propre vie. Vous avez le droit de poser des questions. Et quand la vérité éclate, la guérison peut enfin commencer. Voilà, pour moi, à quoi ressemble vraiment la gratitude.